Bonsoir Benoît Hamon, vous êtes fondateur de Génération. Bonsoir également à Hervé Gattegno, directeur de la rédaction du JDD. Hervé, ça se tend, on l'entend bien quand on entend ces syndicalistes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut désormais passer à l'étage supérieur, à Matignon? Pour l'instant, le calendrier des grévistes est connu et il va déjà lui-même assez loin dans le temps. Donc maintenant, la menace se dessine d'aller encore plus loin. À ce stade, je crois qu'il faut rester raisonnable, il faut essayer de faire la part des postures politiques ou syndicales et de la réalité des choses. Il est tout à fait normal et assez prévisible au fond que les syndicalistes, après cette première phase de discussion, qu'on les appelle négociation ou concertation, il est normal qu'ils jouent assez dur, qu'ils aient un ton extrêmement ferme et qu'ils considèrent que ce qui vient du gouvernement ne ressemble en rien à de la négociation. De l'autre côté, il est assez normal et là aussi très prévisible que le gouvernement laisse jouer cette phase. Au fond, c'est comme si le gouvernement considérait que là, maintenant, c'est le temps des grévistes. C'est à eux de montrer leurs muscles en quelque sorte, de faire leur démonstration de force. Moi, je crois plutôt que c'est après la deuxième séquence de grève, c'est-à-dire celle qui va commencer ce week-end, dimanche, lundi. Je pense que c'est après cela qu'on va entrer réellement dans le vif du sujet. Ce que l'on n'arrive pas très bien à savoir vu de l'extérieur, c'est qu'est-ce qui est mis réellement en discussion, c'est-à-dire quel est le grain à moudre, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que le gouvernement pourrait éventuellement concéder en dehors de la question particulièrement cruciale de la dette, et on sait très bien qu'à un moment donné, la question de la dette devra être abordée, et de l'autre côté, j'ajouterais, qu'est-ce que les syndicats eux-mêmes sont prêts à discuter, à négocier, à accepter. La CGT et Sudrail sont sur une ligne extrêmement dure, les syndicats, les autres, l'UNSA et la CFDT, sont sur une ligne un peu moins dure, un peu plus ouverte, à une discussion qui permettrait d'aboutir à une transformation de la SNCF. Tout ça n'est pas très clair, ni d'un côté ni de l'autre. Je pense que les Français, pour l'instant, n'y comprennent pas grand-chose. Benoît Hamon, vous êtes contre toute la réforme ou il y a des points qui vous intéressent plus que d'autres ? Moi, je pense que les Français ont parfaitement compris, dans beaucoup de territoires, que les gares et les trains, les gares allaient fermer et que les trains n'allaient plus arriver. Ils ont compris que les trains ne marchent pas très bien. Oui, mais en l'occurrence, ils ont des... Oui, mais Monsieur Gattegno, en l'occurrence, ils ont des trains. Ça s'appelle le service public. Et ce service public, tout le monde y a le droit. Et quand le Premier ministre en tête, Emmanuel Macron, dans son sillage, disent aux uns, il y aura les autocars et l'autopartage, pour les autres, il y aura le train, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal que dans des territoires qui sont des territoires où il y a déjà peu d'emplois, où les commerces de proximité ont disparu, où les médecins s'en vont progressivement, où la maternité et l'hôpital sont de lointains souvenirs, le bureau de poste également. Ce n'est pas normal aujourd'hui que ces territoires ne soient plus desservis par le service public. Et ce n'est pas normal que pour les uns, il y ait des transports polluants et potentiellement dangereux, et pour les autres, des trains. Ça, c'est une première chose. Et il y a un vrai enjeu en matière d'aménagement du territoire. Au-delà de cela, il y a une campagne dont moi je dénonce la méthode. Parce que ce que dit le gouvernement, et c'est là où il est particulièrement hypocrite, il dit si demain nous sommes obligés de fermer des lignes déficitaires, si demain nous sommes obligés de faire face à une dette extrêmement lourde, c'est parce que les cheminots ont des privilèges. Et il cite notamment la question de la retraite. Eh bien je veux dire ici, pour que ce soit clair, qu'effectivement les cheminots peuvent partir plus tôt que tout le monde à la retraite. Mais ils sont obligés, et il faudrait le rappeler, pour partir à une retraite à taux plein, de cotiser 42 annuités. Ce qui veut donc dire que s'ils jouissaient de leur droit à partir à 53 ans, à 54 ans, ils partiraient avec une retraite de misère. La réalité de ce privilège... Ils cotisent 41 annuités et demie pour ils sont alignés sur le régime général. À taux plein, ce qui veut donc dire, non mais d'un mot, ce qui veut donc dire que ce fameux privilège est totalement virtuel, il n'est utilisé par personne. Mais la retraite, c'est le prochain problème. Est-ce que disait Hervé est intéressent. Si l'État dit aujourd'hui, ok, je reprends. Si l'État dit, je reprends la dette, est-ce qu'il y a toujours raison de faire grève ? Qui a creusé, qui a fait la dette de la SNCF ? C'est vous en partie, vous êtes sur responsabilité, Benoît. Oui, mais vous êtes contente de monter dans des TGV. Vous êtes contente qu'il y ait eu des investissements, Monsieur Gattegno également. Bien sûr. Et donc il y a une politique d'aménagement du territoire, tous les Français. Et donc aujourd'hui on dit à la SNCF, vous avez une dette. Il y a une dette pourquoi ? Parce qu'on a eu une politique du rail. Cette politique du rail amènera quoi ? À ce que l'État, évidemment, reprenne la dette. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pas les cheminots qui vont la payer. La question est, pour reprendre la dette, cela justifie-t-il aujourd'hui que demain il y ait moins de services publics, les trains pour les uns, les cars pour les autres, voire même l'autopartage. Non mais l'autopartage. Allez-vous me dire, je vais vous prendre un exemple très concret d'un chômeur qui m'a interpellé quand j'étais dans le sud de la France il y a peu de temps, qui m'a dit, il va y avoir une réforme de l'indemnisation chômage. C'est ce qui arrive maintenant.
où moi, comme chômeur, disait-il, on va me contrôler davantage. Et si je n'accepte pas de prendre un boulot à 50 km de chez moi, même moins bien payé, je pourrais ne plus avoir mon indemnité chômage. Et il me disait, mais si j'ai plus de train, comme ceux qui se préparent chez moi, si je n'ai plus de train, j'y vais comment? Je fais du stop, comme M. Pépi proposait de faire avec des plateformes d'autostop. Tout ceci n'est pas sérieux. Tout ceci n'est pas sérieux. C'est la raison pour laquelle qu'il peut y avoir d'autres moyens de transport. C'est tout à fait possible. Je suis persuadé que vous préférez vous aussi prendre le train plutôt qu'un autocar. Voilà. Mais on entend très bien vos arguments, mais vous faites comme si au fond c'était une sorte de dispute à forte proportion et à forte intensité entre le gouvernement et les cheminots. Mais vous ne répondez pas à la question principale qui est, est-ce que vous considérez, vous, dirigeants politiques de gauche, est-ce que vous considérez qu'il faut une réforme à la SNCF ou est-ce que la SNCF peut parfaitement s'en passer? Le choix du rail. Il faut faire comment on finance ce nouveau système? Comment vous le financez, la nouvelle SNCF? Vous la financez comment? Vous avez la possibilité d'investir aujourd'hui. Vous augmentez les impôts, Benoît Hamon? Non, mais répondez clairement. Par exemple, vous faites une taxe sur la circulation des poids lourds. Vous considérez aujourd'hui que ce qui justifie qu'on traverse... Mais parfaitement, c'est-à-dire une taxe qui va financer... Ça n'a pas marché parce qu'il n'y a pas eu de courage politique. Mais est-ce que vous trouvez normal aujourd'hui que un certain nombre de produits soient fabriqués en Espagne, remontent au nord de l'Europe pour être transformés, puis ensuite redescendent pour être vendus sous la forme de plats préparés? Tout ça n'a pas de sens. Ce sont des camions qui polluent, c'est dangereux. Oui, il faudrait aujourd'hui avoir une fiscalité qui pèse sur ce trafic-là, parce que ça n'est pas normal qu'il n'y ait plus de fret, au sens moins de fret ferroviaire, donc moins de transport de marchandises par le rail, et plus de camions. Eh bien, voilà des choix politiques qui pourraient nous amener à investir sur le rail. Mais je veux aller un tout petit peu plus loin. Et donc pas de réforme de la SNCF? Mais ça, c'est un vrai investissement. C'est quoi la réforme? C'est moins de gares? Un changement de statut. Non, mais moi je vous le demande. Je vous demande que vous donniez votre position. Moi, ma position aujourd'hui, moi je considère que la remise en cause du statut des cheminots par des énarques ou des députés qui vivent très tranquillement et dont les privilèges sont très nombreux, eh bien moi je vais vous en dire, des privilégiés, il y en a un beau paquet. Et à ces privilégiés, M. Macron a fait un cadeau de 5 milliards d'euros de baisse de l'impôt sur la fortune. Donc pas une seconde dans mon engagement politique, je n'irai montrer du doigt un cheminot, aujourd'hui, comme un privilégié, quand ce sont les privilégiés qui aujourd'hui, les vrais privilégiés, et qui sont à la tête des grandes entreprises de ce pays, et qui ont fait de M. Macron le président de la République, qui se gavent avec de l'argent public. Je continue le raisonnement que je voulais partager avec vous. La réalité, c'est qu'il n'y a pas que la SNCF. Et M. Macron est en train de s'en rendre compte. Quand disait la réalité, c'est quand on se cogne. Eh ben, il s'y est cogné à l'hôpital public. Et il s'y cogne. Et ce qui me frappe, moi, dans ce que disent les gens, et c'est là où il y a quelque chose qui relève d'une contradiction de la part d'Emmanuel Macron. Je me souviens, pendant la campagne présidentielle, il avait exalté le travail. Et il avait raison de dire que on est content quand on a un travail de qualité, quand on peut avoir de l'estime pour soi-même, parce que ce que l'on fait est bien, utile. Que lui disent les infirmières, que lui disent les cheminots, que lui disent les gens à Carrefour, que lui disent même les étudiants quand ils réclament des conditions d'études décentes? On veut bien faire notre travail. On veut être utile. Ils ne demandent même pas d'augmentation de salaire. Ils demandent des postes supplémentaires dans des maisons de retraite ou des hôpitaux pour faire correctement leur travail. Et que répond-il? Vous n'avez pas bien compris. Mais madame, vous dites une bêtise. C'est pas vrai ce que vous dites. C'est pas vrai qu'aujourd'hui, dans les urgences en France, on peut avoir jusqu'à 5 à 6 personnes qui sont dans les couloirs à dormir sur des brancards parce qu'il n'y a pas de place. C'est pas vrai que des patients sortent extrêmement tôt parce qu'on est obsédé par la durée moyenne de séjour et qu'il faut multiplier les actes, mais faire en sorte que les patients ne restent pas trop longtemps à l'hôpital. Ça n'est pas vrai que dans les universités françaises comme à Paris, on a certaines universités où il n'y a même pas de Wi-Fi. Pas de Wi-Fi dans les universités françaises, et on regarde cela comme si on avait tous les sujets. Justement, on voit que vous essayez de mobiliser. Je voulais revenir sur ce petit trajet que vous avez fait cette semaine. Ils veulent travailler, les Français, et notamment dans les services publics, ils veulent travailler dans de bonnes conditions pour être vraiment utiles. Que ce soit à l'hôpital ou dans les trains. Et le président de la République serait bien inspiré, justement, de penser à ce qu'il disait pendant la présidentielle. Il voulait favoriser ceux qui travaillaient. Là, il fait exactement le contraire. Benoît Hamon, vous tentez de mobiliser. On vous a vu prendre le train. C'était hier, il me semble, avec François Ruffin, Olivier Besancenot et Pierre Laurent. Vous tablez sur une union des gauches hors Parti socialiste, hors Mélenchon aussi. Peut-être, on a l'impression que lui, il a ses dates à part à Marseille. Vous mobilisez quand et avec qui? Tout le monde était là hier.
il y avait le sénateur socialiste et pas Jean-Luc Mélenchon, en tout cas. Il y avait Éric Coquerel, il y avait François Ruffin. Donc moi, écoutez, je suis pas là pour faire le casting des différents partis politiques. L'important, c'est qu'on se retrouve à taper sur le même clou. Mais quelle gauche ? Est ce clou ? Quelle gauche ? Mais c'est la gauche qui défend le service public. On était à Abbeville, au Hincourt, au Tréport. La ligne va fermer. Et nous disions que les visages qui étaient devant nous, de citoyens et d'usagers qui disaient « Pourquoi est-ce que cela ferme chez moi ? Pourquoi est-ce que je n'ai plus le droit au train ?» Eh bien, ces visages-là, ils sont des millions en France à s'inquiéter des conséquences de cette réforme. Et s'ils ne s'en inquiètent pas, le rôle qui est le nôtre, c'est de leur dire « Attention, on vous vend une réforme du côté du gouvernement comme le moyen de remettre en cause les privilèges des cheminots. La réalité, c'est qu'on est en train de fermer vos gares. » Et je veux rappeler quand même que tout ça démarre sur un gros mensonge d'Édouard Philippe. Un très gros mensonge. Le mensonge selon lequel il n'y aurait pas de fermeture de petites lignes. Pour découvrir que la direction de la SNCF avait bien un programme de fermeture des petites lignes. Ce qu'on défend là, c'est une digue en quelque sorte. Parce que derrière, il y a une forme de déferlante qui va s'opérer sur le service public en général. Et il me semble aujourd'hui bien qu'il faut défendre le minimum. Parce qu'on n'est pas au maximum, c'est le minimum qu'on a aujourd'hui. Le fait d'avoir une gare, c'est un minimum. Arrêtons-nous maintenant sur le mouvement dans les universités. 3 facs étaient encore bloquées ce vendredi à Toulouse, à Montpellier, à Paris 8. Mais ça ne rend pas tout à fait compte de la réalité du mouvement. Il y a des blocages partiels, par exemple à Bordeaux. À Lille, la préfecture a envoyé aujourd'hui des policiers pour débloquer le campus. Il y a aussi les étudiants désemparés à l'approche des partiels. Réaction recueillie à Tolbiac, à Paris, par Stéphane Beaujard. Plutôt énervé, parce que c'est une minorité d'étudiants qui sont contre et qui ont réussi à bloquer tout un centre. On essaye de se mobiliser, les étudiants qui sont non grévistes, contre ça, mais ils veulent pas entendre raison. Et surtout, ce ne sont pas forcément des élèves de l'université qui bloquent l'université. C'est vraiment, ça doit être 1/10 de l'université qui est contre. Et dans ces 1/10, il doit y avoir même pas la moitié qui justement bloquent à l'intérieur. Les autres sont grévistes, mais pacifistes à rester chez eux. Vous approuvez la méthode ? Vous auriez pu prendre quand même un étudiant gréviste, non? Ou même un étudiant. Oui, mais on les entendra tout à l'heure. Oui, non, mais pardon de vous le dire. Allez à Rouen, il y a des amphis de 600 places où il n'y a que 300 strapontins sur lesquels on peut s'asseoir. Aller dans les universités parisiennes. Mais moi, écoutez, pardon. Hervé Gattegno. Non, mais moi, vous me faites. Comment vous réagissez à ça? Non, mais BFM. Non, mais attendez. Non, elle n'invente pas. Je ne sais pas. Cet étudiant n'invente rien du tout. Mais je vous dis, BFM Télévision. Il y a eu à l'antenne des grévistes toute la journée. Non, mais moi, je vous parle. On donne la parole aux uns et aux autres. Vous ne pouvez pas nous accuser de ça. Nous n'avons pas des conditions. Cette jeune femme, elle veut étudier. Je peux faire une réponse, Hervé Gattegno. Je vais faire une réponse à vous et à cette jeune femme. Il y avait une décision à prendre. Il y avait unanimité et consensus de la communauté universitaire. Ce consensus, il s'est fait dans un rapport à la fin du précédent quinquennat. Il fallait 5 milliards d'euros pour remettre à jour l'université, la mettre à niveau, faire en sorte qu'on ait des amphis décents, des salles de TD, une révolution du numérique, une réforme de la pédagogie et des recrutements de professeurs supplémentaires. Combien le gouvernement a-t-il décidé de mettre sur l'université? Au lieu des 5 milliards, 1 milliard. Donc on a décidé de ne pas mettre l'argent à l'université. On fait le choix de ne pas investir dans l'intelligence, l'excellence et le futur. La réalité aujourd'hui, c'est que nous avons des conditions indignes. On veut faire venir des étudiants étrangers dans les universités françaises, mais pardon de le dire, ce sont des conditions d'études qui sont lamentables et calamiteuses. Ce que demandent beaucoup d'étudiants, c'est « laissez-moi étudier en paix ». Alors elle a raison, elle a envie de passer ses examens. Mais moi je lui dis, si ça ne se résout pas cette année, elle rencontrera des difficultés encore plus grandes l'année prochaine. Alors, il y en a qui réussiront malgré tout. Mais nous n'avons pas une université qui est à la hauteur d'un grand pays comme le nôtre. On ne peut pas avoir de grands discours sur on investit dans l'intelligence, on investit dans le numérique, on est la start-up nation, mettre beaucoup d'argent sur les entreprises privées. Ça vous le reprochez? Mais non, mais je veux la dégradation objective que tout le monde constate de l'université en France, vous le reprochez à qui? Mais je le reproche à ceux qui aujourd'hui. Mais moi je me souviens qu'on avait mis de l'argent, peut-être pas suffisamment, mais qu'on en avait mis, et qu'aujourd'hui il y avait une décision à prendre. Une décision à prendre, c'était 5 milliards sur l'université sur 5 ans. D'accord, mais vous, à la fin du quinquennat, vous avez dit il faudra mettre 5 milliards. Mais c'est pas vous qui les avez mis. Il y avait eu des investissements dans l'aide sociale, le logement social. Vous n'avez pas mis 5 milliards non plus. Alors, soit vous avez... Moi, je vais rappeler un petit peu vos souvenirs. D'abord, il y a eu des investissements sans précédent sur l'aide sociale et sur les bourses. Mais là, on parle des universités. Oui, mais les boursiers, c'est qui? Non, mais d'accord, mais là, vous parlez de la dégradation des amphis. Mais moi, j'en parle. Répondez sur les mêmes choses. Comparez ce qui est comparable. Oui, mais attendez, 2 secondes. Oui ou non, il y avait cette décision. Nous, on était prêts à la
prendre. Moi, je vous mets en regard les 5 milliards d'euros de baisse de l'ISF et les 5 milliards nécessaires à l'université. Alors moi, on parle beaucoup de la promotion sans gore du président de la République. Vous savez combien d'argent consacre l'État à un énarque pour ses études? 4-5 fois plus. 7 fois plus peut-être même qu'un étudiant normal. Vous étiez ministre de François Hollande, il était énarque aussi. Par ne faites pas trop d'énarque bashing, c'est facile. J'en fais. C'est facile. Mais j'en fais. Non, c'est pas facile. J'en fais quand je constate que ceux qui ont bénéficié de l'aide de l'État, de l'accompagnement, du subside et des fonds de l'État sont ceux qui aujourd'hui tranquillement demandent des économies à tous les autres. Voilà, on a compris à qui est adressé le message. Des économies Merci à tous les autres. beaucoup. Eh bien, vous continuerez le débat de la part du président de la République, ce ne serait pas inutile pour tous les étudiants français. Merci beaucoup Benoît Hamon, merci beaucoup Hervé Gattegno.